Bonsoir à tous, bienvenue à votre rendez-vous client organisé par le Crédit Agricole Île-de-France. Je suis François Renaud de Prémundi Coopération et ce soir j'ai la chance de vous présenter cette webconférence avec un sujet bien d'actualité, comment gérer son patrimoine en période d'inflation. Donc à sujet exceptionnel, invité exceptionnel, je suis entouré ce soir de Sylvia Dutheil. Bonsoir Sylvia. Bonsoir François. Sylvia, vous êtes conseillère privée au sein du Crédit Agricole Île-de-France et avec nous également ce soir, Jérémy Marquine. Bonsoir Jérémy. Bonsoir François. Jérémy, vous êtes également conseiller privé au sein du Crédit Agricole Île-de-France. Nous sommes ensemble 45 minutes. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat qui est mis à votre disposition. En préparation de ce rendez-vous client, nous avons reçu énormément de questions que nous allons traiter tout au long de notre rendez-vous. Et avant cela, j'aimerais vous donner la parole à vous, Sylvia. Sylvia, on est en décembre 2023. Quel bilan on peut tirer sur l'inflation ? L'inflation, c'est la hausse durable généralisée des prix. Elle reste élevée, 3,4 en France, 2,9 en zone euro, 3,20 aux US, et ça sur un an. La tendance est baissière avec une stabilisation des taux. Les causes, c'est le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Il y a eu une hausse des prix de l'énergie en 2022 suite à la guerre en Ukraine. Tout ceci a entraîné une inflation persistante. Et pour la combattre, la Banque centrale et la Fed ont procédé à des hausses de taux rapides et massifs. On devrait retrouver un niveau de 2% d'inflation, qui est l'objectif des banques centrales, probablement fin 2024, début 2025. Alors, merci Sylvia pour cette introduction. Jérémy, je me tourne vers vous. Presque la même question, quel bilan on peut tirer sur 2023, mais sur les marchés financiers ? Bien, sur les marchés financiers, on constate que l'essentiel de la performance a été réalisé, par exemple, si on regarde la France, au premier trimestre, notamment tiré par les valeurs du luxe, qui ont vraiment surperformé l'indice pour le porter à un niveau qui se stabilisera ensuite, jusqu'au mois de septembre, où une petite régression a été constatée. Et on voit un beau mois de novembre dans l'ensemble, suite aux annonces de la Banque centrale notamment. Même constat sur les États-Unis, où cette fois l'indice a été tiré plutôt par les valeurs de la technologie, notamment les 7 magnifiques, les GAFA comme on les connaît, avec pareil un mois de novembre assez surprenant à la hausse. Eh bien, merci Jérémy pour ces propos introductifs. On va parler d'inflation ce soir. On ne peut pas esquiver le sujet de l'immobilier. Alors l'immobilier, Sylvia, qu'est-ce qu'on peut en dire justement sur 2023 ? L'immobilier, une forte augmentation donc, des taux d'emprunt. Les transactions se sont ralenties, moins 25% sur les 12 derniers mois en Île-de-France. Il y a de l'attentisme au niveau des Français par rapport aux acquisitions immobilières. Il y a toujours un besoin structurel élevé en France d'acquisitions immobilières. Ouais. Est-ce qu'on voit une différence entre le marché ancien et le marché du neuf, Jérémy ? Alors sur le marché ancien, effectivement, on a eu un sujet qui est un sujet que je pense beaucoup d'entre nous ce soir à rencontrer, que ce soit dans les projets ou sur du patrimoine déjà existant, à savoir la rénovation énergétique, qu'on va peut-être aborder, parce que j'imagine que vous avez des questions tous qui nous écoutez. Donc on l'abordera ensemble si cela vous convient. Et sur le marché du neuf aussi, on a eu un ralentissement des projets, moins de projets, du coup moins de cessions, enfin moins de ventes du coup. Donc ce qui fait qu'au global, le marché, que ce soit dans le neuf et l'ancien, a été ralenti avec les différentes causes, comme vous l'avez dit Sylvia, notamment la hausse des taux qui a effectivement ralenti et baissé la possibilité d'achat pour les personnes voulant se loger et donc qui ont peut-être remis en cause certains projets. Donc c'est un peu ce qu'on peut voir en tendance, François, sur le marché immobilier. Alors avant d'évoquer la question d'Eliane qu'on a reçue en direct, Sylvia, tout à l'heure vous avez parlé des taux. C'est quoi la tendance des taux ? Est-ce que les taux ils vont continuer d'augmenter ? Alors aujourd'hui, on est arrivé sur un plateau au niveau des taux, une stabilité. On n'attend pas pour le moment de hausse d'annoncer, plutôt une tendance baissière à venir. D'accord, donc une stabilisation et une tendance à la baisse. Je vais prendre la question d'Eliane, je vais la poser à vous Jérémy. Quid de l'immobilier d'entreprise ? Est-ce qu'on pourrait juste revenir d'abord sur ce qu'est l'immobilier d'entreprise avant de parler du contexte ? Alors l'immobilier d'entreprise, si on
peut résumer ça simplement, c'est les locations qui sont à destination plutôt des bureaux et des commerces, mais plutôt des bureaux, qu'on peut acquérir dans un patrimoine sous différentes formes, soit en direct, mais c'est réservé à des énormes fortunes, ou alors plus modestement via des SCPI ou des OPCI. Pour faire simple, l'actualité sur les marchés, au niveau de l'immobilier d'entreprise, est plutôt stable. On voit que les entreprises ont toujours des besoins structurels d'y mettre leur activité, tout simplement. Effectivement, on a pu constater, lié au Covid, peut-être au télétravail qui s'est instauré, etc., une réorganisation des modes de consommation de l'habitat de l'entreprise, donc des emplacements, des bureaux, une refonte des bureaux, des locaux, on l'a tous un peu connu pendant le Covid. Néanmoins, les entreprises ont toujours des besoins. Donc l'immobilier d'entreprise est toujours là, il performe comme le reste de l'immobilier. Donc ça reste positif. D'accord. Sylvia, je me tourne vers vous. On a une question de Pascal. Quel futur pour le dispositif Pinel qui se termine bientôt? Est-ce qu'on a son remplaçant? Alors, Quid? concernant effectivement le dispositif Pinel qui va prendre fin donc, en 2024, il n'y a pas pour le moment de remplacement à la loi Pinel qui a été annoncée, mais voilà, nous sommes dans l'attente peut-être d'un nouveau dispositif. Il en existe d'autres dispositifs qui permettent également d'avoir une réduction fiscale. Ouais. Donc les LMNP, le monument historique et les déficits fonciers, qui vous permet aussi... Sur le LMNP, justement, une loi de finances est en cours de discussion. On est à la fin d'année. Qu'est-ce qui a été décidé? On est le 6 décembre. C'est quoi la tendance? On a beaucoup entendu parler du Airbnb, d'une modification de sa fiscalité. Qu'est-ce qu'il en est? Alors pour l'instant, rien, dans le sens où il y a eu effectivement intérêt du gouvernement pour modifier toute la fiscalité relative au Airbnb au sens large, mais plutôt à la location hôtelière, si on peut élargir un peu, parce qu'il n'existe pas que Airbnb, pour ne pas faire de pub. Du coup, donc, ça a été évoqué, ça a été ensuite retiré, c'est encore en conversation avec du coup, les différents membres du gouvernement. Aujourd'hui, pas de réponse. La réponse sera, c'est sûr, présente en début 2024. Aujourd'hui, pas de réponse. Donc une navette encore entre Parlement, gouvernement. C'est ça. Pas de nouveau à l'horizon. Jérémy, tout à l'heure, nous a parlé des OPCI, SCPI. Sylvia, allez, pour donner des perspectives à nos clients, à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme perspective d'avenir pour les OPCI, les SCPI? Alors, il faut rappeler que les SCPI est composé de biens immobiliers, donc soit des bureaux et des commerces. Les OPCI, elles, sont composées également de biens immobiliers, mais en plus avec du financier à l'intérieur. Ça permet de diversifier ses investissements. On appelle la pierre papier. Le ticket d'entrée est du coup plus abordable que d'acheter un bien immobilier dans les bureaux, dans les commerces en direct. Le rendement des loyers perçus ou des rendements des OPCI ne sont pas en baisse. Et effectivement, le marché aujourd'hui s'est revalorisé pour avoir un juste prix au niveau de ces fonds. Qui sont également décorrélés des marchés. Pour compléter, si je peux me permettre, en gros, ce qu'il faut bien prendre en compte dans notre réflexion patrimoniale aujourd'hui, c'est que la hausse des taux a fait que ça a profité à certains postes dans une allocation d'actifs, notamment les marchés obligataires. Pour rester attractif de manière générale, l'immobilier, que ce soit l'immobilier de monsieur et madame tout le monde, à savoir l'immobilier personnel et l'immobilier d'entreprise, a dû s'adapter, se réévaluer pour rester attractif. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à une baisse des prix de l'immobilier qui aurait tendance à se généraliser sur au moins plusieurs années liées à cette hausse de taux, le temps que les taux rebaissent, que l'immobilier puisse repartir à la hausse et qu'à ce moment-là, l'acquisition d'un nouveau logement ou de nouveaux locaux
étant peut-être plus facile, l'immobilier sera porté à ce moment-là dans l'autre sens et plutôt à la hausse. Alors, je vais reprendre l'expression de Sylvia. Donc, si j'ai bien compris, l'immobilier reste décorrélé des marchés financiers, mais corrélé à la réalité économique. Mais alors, on a la question de Pascal en direct. Quid de la revente des SCPI? Alors, qui se lance entre vous deux? Moi, je veux bien y aller. Jérémy. Du coup, donc les SCPI, on a pu voir, notamment Pascal qui nous pose la question, a dû le constater. On a pu voir que cet été notamment, les SCPI ont été beaucoup dans la presse pour des mauvaises raisons. Mauvaises raisons qui n'en sont pas réellement des mauvaises. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait, ce que je disais juste à l'instant. Les SCPI ont revalorisé leur patrimoine, donc c'est-à-dire ont fait une actualisation de leurs biens en faisant donc des diagnostics et en remettant à jour leurs prix. Il s'avère que ces prix mécaniquement ont baissé pour les raisons que je viens d'évoquer, notamment sur les taux d'emprunt qui ont augmenté, donc la difficulté peut-être à faire des travaux, à faire des nouvelles acquisitions. Donc ces SCPI ont fait les gros titres puisque la valeur de la part a baissé. Toutefois, donc, comme vous l'avez souligné François, l'immobilier est décorrélé des marchés financiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cherche un rendement en immobilier, on vise un rendement et pas une valeur de rachat. Donc pour un objectif long terme et un placement sur un horizon assez long, hein, plus de 8 ans, 10 ans, l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter pour revendre immédiatement. En général, ce n'est pas ce qu'on fait quand on achète une maison, sauf circonstances exceptionnelles. Donc l'idée, c'est de prendre position sur du long terme pour obtenir des rendements. Donc la valeur de rachat, oui, elle a baissé. Effectivement, ça c'est indéniable. Par contre, c'est un cycle économique. Les cycles économiques, ça va, ça vient. Et à ce moment-là, la valeur de rachat aujourd'hui a baissé, elle remontera sûrement dans le futur. Donc voilà, pas d'inquiétude, les revenus continuent de tomber, Exactement. la valeur de rachat a diminué, ce qui peut compliquer parfois la revente. C'est ce qu'il faut retenir de Exactement. votre intervention. Et pas se précipiter surtout pour D'accord. la revente, plutôt réfléchir, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux garder ce placement ou pas? Avant de prendre la question de François à propos de l'assurance vie, j'aimerais juste faire un petit crochet pour rester dans le cadre de l'immobilier. On va parler du DPE. Sylvia, c'est quoi l'évolution de la réglementation énergétique qui impacte l'immobilier aujourd'hui? Le DPE était mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une obligation aujourd'hui, hein, quand on vend un bien ou quand on met en location un bien immobilier, de réaliser ce diagnostic de performance énergétique. Il y a une interdiction de location pour les lettres considérées comme des passoires thermiques qui va être mise en place en 2024, 2025 et 2028. Et également un gel des loyers à prévoir pour ces biens dont la note énergétique serait dégradée. Concernant le contexte en tout cas de ces notes. Le DPE, donc diagnostic performance énergétique, il est obligatoire? Oui, il est obligatoire pour la vente d'un bien immobilier ou la mise en location. D'accord. Mais alors, on a reçu des questions en préparation de ce rendez-vous. Et Jérémy, on a eu beaucoup de questions sur le patrimoine immobilier de nos clients. Il se pose une seule question. J'aimerais que vous tentiez d'y répondre. Est-ce qu'il faut vendre ou rénover son bien? Alors, vaste sujet. J'ai envie de dire que de prime abord, il n'y a pas de réponse, puisque c'est très personnel à chaque personne. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que déjà, premièrement, on ne peut pas obliger des propriétaires aujourd'hui de biens à faire des travaux. Vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez une maison, personne ne peut venir vous dire, même l'État, il faut rénover pour faire des travaux de rénovation énergétique, etc. La seule chose sur laquelle peut intervenir le gouvernement, c'est bien, donc comme l'a dit Sylvia, les diagnostics de performance énergétique qui sont nécessaires et obligatoires au moment de la location. Donc en fait, là, les personnes qui sont le plus embêtées, ce sont les bailleurs qui mettent à louer un patrimoine immobilier, puisque du coup, pour cette mise en location, il faut mettre aux normes le bien selon les critères qui sont définis par le gouvernement. Derrière ça, l'idée du coup, c'est de se dire que dans un projet global, on revient à ce que je disais juste avant sur les cycles immobiliers, etc. Dans un projet global, quand on achète un bien immobilier, on regarde exclusivement, quasiment, l'emplacement de ce bien et qu'est-ce qu'on souhaite en faire. Si l'emplacement est bon et qu'on veut conserver ce bien, évidemment, il faudra faire des travaux. Si par contre ce bien est un peu à la peine, on voulait s'en séparer depuis longtemps, est-ce que je fais des travaux ou pas avant de le vendre?
voilà, la question se pose et à ce moment-là, il y a peut-être une réflexion à mener au niveau budgétaire. Est-ce que je peux faire ces travaux? Est-ce que je ne peux pas? Si je peux faire ces travaux, du coup, est-ce que je veux garder le bien ou le vendre? Est-ce que je veux le vendre en majorant le prix? Puisque l'idée du DPE, c'est par rapport à l'information qui est transmise à la personne qui va acheter, de répercuter sur le prix la valeur des travaux. Donc là, c'est le fruit d'une réflexion qui est très personnelle au niveau de la gestion de son patrimoine. Est-ce que je veux garder ce bien? Si oui, dans quelle mesure? Est-ce que je veux le mettre à louer? Pas louer? Voilà. Donc on le sait pertinemment au niveau des grands acteurs économiques que la rénovation du patrimoine locatif des Français sera plus rapide que celle du patrimoine de propriété d'usage, résidence secondaire ou résidence principale, pardon, puisqu'en final, les propriétaires de résidence principale et de résidence secondaire ne sont pas obligés de faire ces travaux. Les propriétaires, pour louer, seront obligés de faire ces travaux au fur et à mesure. Donc il y a une vraie réflexion à mener à chacun, c'est propre à chacun, ça dépend des projets. Et aujourd'hui, revendre, pourquoi pas, acheter, pourquoi pas, tout dépend du coup du projet. Donc je retiens parmi vos réponses, Sylvia et Jérémy, donc il n'y a pas une seule bonne réponse, Exactement. tout dépendra du bien, de sa localisation, des événements de vie qui peuvent amener à vendre, etc. Donc il n'y a pas une seule bonne réponse. On pourrait ajouter également la prime d'État qui pourrait aider à faire ces travaux. Et le simulateur du Crédit Agricole, Géco-Rénov Mon Logement, qui est également disponible pour pouvoir se projeter aussi sur une enveloppe de travaux pour vous aider dans la décision. Donc n'hésitez pas à utiliser donc Géco-Rénov à disposition de nos clients. On va quitter provisoirement le domaine de l'immobilier et cette fois-ci, je l'ai promis à François, donc on va traiter sa question. Dans quelle mesure l'assurance vie est-elle un bon placement à l'heure actuelle? Qui se lance? Sylvia. Moi, pour François, alors l'assurance vie est un placement qui permet une diversification de vos avoirs. Il n'y a pas de plafond dans l'assurance vie pour reprendre un peu les caractéristiques. C'est un cadre fiscal, l'assurance vie, qui est très flexible. On peut y loger plusieurs supports d'investissement en fonction de ses appétences et de son profil. Également, il a cet avantage d'avoir des abattements concernant la transmission. Je ne veux pas être obsédé par l'immobilier, mais on peut mettre de l'immobilier dans l'assurance vie? Oui, vous pouvez mettre de l'immobilier dans les contrats qui le permettent, des SCPI ou OPCI qui sont éligibles à certains contrats d'assurance vie. D'accord. On va poursuivre avec une question de Philippe que je vais poser à vous, Jérémy. Quelle répartition de portefeuille avoir aujourd'hui pour ne pas être trop sensible à des mouvements de taux? Tout à l'heure, Sylvia a parlé justement d'une baisse de taux, mais d'une augmentation des taux de rendement. Enfin, comment ne pas être trop sensible justement à ces mouvements de taux aujourd'hui? Comment on fait? Alors c'est une grande question. Alors je vais me permettre de dézoomer un tout petit peu de la question de Philippe pour y revenir ensuite. Les mouvements de taux aujourd'hui ont profité à un grand type d'investissement qui est du coup l'obligation, qui est revenu en force milieu de l'année dernière environ, un peu avant. Les obligations, l'avantage de celles-ci, en fonction de comment vous les prenez, vous pouvez les prendre dans des fonds, vous pouvez les prendre via le fonds euro de l'assurance vie dont on parlait, vous pouvez les prendre en direct auprès d'une entreprise, d'un État. Voilà, l'obligation existe sous plusieurs formes. Aujourd'hui, elle a retrouvé des niveaux qu'elle n'avait plus atteints depuis plusieurs années, quand les taux étaient à zéro, voire négatifs. L'obligation, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, elle est revenue. Donc, de manière générale, pour ne pas être sensible au mouvement de taux, il y a deux solutions. Soit privilégier l'épargne bancaire. On a vu notamment les taux des dépôts à terme donc, qui sont proposés par les établissements bancaires remonter fortement, qui offrent un taux stable et garanti, puisque c'est la banque qui vous garantit de vous verser X% sur une durée fixée. Ou pareil dans une assurance vie notamment, si on fait le lien avec la question de François juste avant, de savoir dans l'assurance vie, bon ben voilà, je peux prendre une poche d'obligation, soit sous forme de fonds où ça limite la volatilité par rapport au marché, soit sous forme d'obligations en direct. À ce moment-là, on part pareil sur une durée fixe et on aura un taux de rendement qui est connu à l'avance. En plus, comme on l'a souligné, les taux sont a priori baissiers. Alors je prends des pincettes puisque je ne suis pas à la Banque centrale,
On écoute seulement les annonces que nous fait Christine Lagarde. Les taux sont a priori baissiers. Et ce qu'il faut savoir en obligation, c'est qu'on parle de sensibilité. La sensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'une obligation évolue inversement à la courbe de taux. C'est-à-dire que les taux augmentent, la valeur de l'obligation va descendre. La valeur de l'obligation va monter en revanche quand les taux vont baisser. Donc si on se dit qu'on est sur un point de marché qui est plutôt haut et qui va baisser dans le futur, l'obligation aura peut-être tout son sens dans les placements et l'allocation d'actifs générale du patrimoine de nos clients. Alors, toute transition trouvée avec la question de Benoît. Benoît nous demande les comptes à terme et les produits structurés deviennent très présents. Qu'en pensez-vous, Sylvia? C'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de placements de cette typologie-là qui nous sont demandés aussi par les clients, qui sont en recherche justement de cette sécurité de taux et de capital. Du coup, ça peut répondre effectivement à un besoin par rapport à la durée, bien sûr, puisque voilà, comme a dit Jérémy, il y a toujours une question aussi de durée derrière un dépôt à terme ou de produits comme ça structurés. Je vais être un peu piquant, mais tout à l'heure, François nous demandait, à propos de l'assurance vie, quel est l'intérêt du coup de conserver une assurance vie. Moi, mon conseiller me propose un compte à terme, donc presque de l'épargne bancaire, on va dire, qui n'est pas logé en assurance vie. C'est quoi du coup l'intérêt entre conserver un DAT ou privilégier l'assurance vie? Qu'est-ce que je dois faire, Alors, c'est Sylvia? pas du tout les mêmes enveloppes, hein. Le dépôt à terme, ça reste de l'épargne où vous avez un placement avec un taux et une durée. Il n'y a pas d'avantage fiscal au dépôt à terme, alors que l'assurance vie va vous donner ses avantages fiscaux. Également, en termes de transmission, vous n'avez pas d'abattement dans le cadre de la transmission, de la succession sur un dépôt à terme, alors que l'assurance vie va également pouvoir vous apporter ces abattements de 152 500 €, on le rappelle, par bénéficiaire, tout contrat d'assurance vie confondu, qui n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quoi les taux pratiqués actuellement, Jérémy, que ce soit sur l'obligataire ou les DAT? Alors les taux pratiqués, ça va dépendre de la duration d'une obligation, c'est-à-dire si l'obligation est plutôt courte, longue. Alors je parle de l'obligation en priorité. Alors tout va dépendre de qui va être l'émetteur de l'obligation, de la duration, donc je disais sur la durée. Si vous prenez une obligation à 2-3 ans, ce ne sera pas le même taux qu'à 10. L'intérêt d'une obligation long terme, ce sera peut-être de fixer un taux longtemps justement, avec un taux peut-être un peu plus faible, mais à ce moment-là de fixer le taux dans le temps. Si les taux descendent, les nouvelles obligations auraient tendance à être plus basses mécaniquement. Du coup, on maintiendrait ce taux. Donc aujourd'hui, on se situe entre 3 et 4%, ces niveaux-là à peu près en termes d'obligations. Et on retrouve à peu près les mêmes taux en dépôt à terme, qui cette fois sont sûrement plus courts, à voir en fonction des établissements bancaires qui proposent les dépôts à terme. Donc souvent plus courts, pareil, entre 3 et 4% en fonction des durées. On tourne à peu près sur ces taux-là. Et alors, question de Vincent, quelle rentabilité on peut attendre de l'assurance vie actuellement? Tout à l'heure, Jérémy nous a dit 3-4% sur le dépôt à terme ou sur l'obligataire. Sylvia, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'assurance vie? Une augmentation en tout cas des taux paraît logique dans le contexte actuel. Donc, par rapport au taux de 2022, on n'a pas pour le moment les performances des fonds en euros, en tout cas des contrats d'assurance vie, puisqu'elles sont délivrées en fin d'année par les assureurs. Pour compléter, si je me permets, l'idée de l'allocation de l'assurance vie, comme on l'a souligné tout à l'heure, et notamment Sylvia, vous avez deux compartiments. Compartiment fonds euro, compartiment unité de compte. Le fonds euro, du coup, c'est un fonds obligataire qui est géré par l'assureur, qui offre un capital garanti de façon générale. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais la plupart du marché le fait, avec un rendement minimum, c'est-à-dire d'avoir tous les 31 décembre l'assureur qui décide de verser X euros sur la rentabilité, le rendement du fonds euro. En revanche, sur les unités de compte, c'est très libre à chacun, en fonction de l'allocation que vous allez faire, que ce soit des actions, soit des obligations, on en a parlé, ou alors, François, vous en avez parlé tout à l'heure, de mettre des SCPI, de l'immobilier. Toute cette diversité va permettre
de diluer le risque. Et effectivement, si vous souhaitez faire peut-être une réallocation, répartir un peu le risque et voir personnellement ce que vous pouvez faire pour améliorer le rendement de votre assurance vie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller afin que vous puissiez échanger avec lui et qu'il vous propose les solutions du moment et faire un bilan détaillé, personnel de votre patrimoine et de votre assurance vie. Alors, Jérémy nous a parlé de l'obligataire, Sylvia du fonds euro, de l'immobilier également. Finalement, est-ce que c'est toujours intéressant d'aller sur les actions alors que j'ai mon rendement garanti sur mon fonds euro, sur mes comptes à terme, Sylvia? Est-ce que c'est toujours intéressant d'aller sur la classe d'actifs actions? La classe d'actifs actions, c'est un horizon de placement de 4-6 ans. Ça permet d'avoir de la diversification au niveau de ses placements. Et bien sûr, il faut mesurer son appétence au marché financier et au risque, mais ça reste toujours un secteur qui est performant. Les entreprises sont des vecteurs de création de richesse et c'est important d'en avoir dans une allocation de patrimoine. Lors de votre présentation des marchés financiers, Jérémy, tout à l'heure, vous avez indiqué qu'on a eu un bon mois de novembre. Le CAC 40 a fait plus 6% sur le mois de novembre, donc les marchés sont plutôt hauts. Est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce que c'est toujours intéressant? C'est une très bonne question qui revient souvent. Alors comme on l'a vu en introduction et ce que je vous expliquais, sur les marchés financiers, alors notamment les principaux, si on regarde le S&P 500 qui correspond aux 500 plus grandes valorisations mondiales, donc principalement US, et également du coup au niveau du CAC 40, ce sont deux indices qui ont été tirés vers le haut par des secteurs très précis, à savoir le luxe pour la France, et la technologie pour les États-Unis. Dans ce contexte-là, si c'est l'indice qui a augmenté par rapport à très peu de valeurs au final, ça veut dire qu'on a laissé sur le bord de la route quelques valeurs qui ont profité de la hausse au niveau de l'indice, mais au final qui, elles, n'ont pas pris en valeur. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore des entreprises qui sont là, qui ont fait des performances correctes, mais les points d'investissement, comme ils n'ont pas subi, elles, les actions de hausse, il y a des points d'entrée. Les points d'entrée, on les retrouve sur des secteurs plutôt défensifs, à savoir l'alimentation, l'eau, peut-être la pharmacie. Voilà, donc il y a des sujets et des secteurs qui n'ont pas encore profité de cette hausse, qui sont encore un peu décotés. Ce serait peut-être le moment de rentrer. Et effectivement, quand on rentre sur ce type de produits, donc les actions, comme l'a dit très bien Sylvia, il faut partir sur des objectifs long terme et de pouvoir du coup mettre des investissements sur 5, 7, 8 ans. Donc l'idée, encore une fois, c'est OK, on a de l'obligation qui nous offre un très bon rendement aujourd'hui, des actions qui peuvent nous offrir un très très bon rendement à long terme. Donc l'idée, c'est d'en faire un petit peu des deux, de diversifier son patrimoine. On a eu d'autres questions avant de prendre la question de Kurt. On a eu une question à propos du private equity. Alors c'est un peu le mal-aimé des placements. Sylvia, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le private equity? Est-ce qu'on peut en faire? Si oui, dans quoi? Alors oui, vous pouvez faire du private equity. C'est des investissements donc, dans des petites et moyennes entreprises. Elles sont décorrélées des marchés financiers. De la même façon, c'est un horizon de placement qui est plutôt 7 à 10 ans. Donc on est plutôt sur un placement long terme. Et bien sûr, il faut bien choisir le support et être sélectif par rapport au private equity, ou pourquoi pas même les diversifier. Je peux en mettre en assurance vie, du private equity, Jérémy? Effectivement, c'est possible sous différents supports. Pareil, il y a des fonds private equity qui sont éligibles à l'assurance vie. Il faut se renseigner par rapport du coup à l'assurance vie qui est possédée. Mais il y a des contrats d'assurance vie qui effectivement proposent du private equity. Donc on rappellera évidemment, on va le marteler ce message, mais évidemment investir comporte des risques de perte en capital. Mais en effet, donc, le private equity est une autre solution de diversification, si je vous ai bien compris. Je rebondis sur la question qu'on a reçue en direct de cours. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. On y répond lors de notre temps d'échange. Kurt nous demande quel est votre avis sur le PER et son fonctionnement. Donc PER, plan d'épargne retraite. Alors qui veut parler de retraite? Allez, Sylvia. c'est pour moi. Le plan d'épargne retraite est un peu sous deux formats. Enfin, le PER a deux versions, on va dire. Il y a la version compte titre et la version assurance vie.
Ça permet, donc, comme son nom l'indique, de préparer la retraite. Il y a bien sûr une réduction fiscale quand on verse sur cette typologie de contrat et des options de sortie en capital ou en rente viagère, fonction de ses besoins. J'ai entendu un mot qui a fait sans doute dresser les oreilles nos auditeurs, réduction fiscale, Jérémy, PER. Alors, Est-ce qu'on pourrait Alors, préciser? il faut bien faire la distinction entre deux choses, la réduction fiscale et la déduction fiscale. La réduction d'impôt, c'est le fait de retrancher à de l'impôt en fin de feuille d'imposition un montant. Par exemple, j'ai en tête par exemple les Sofica, l'investissement dans le cinéma, qui propose une réduction d'impôt. Vous investissez dans le cinéma un montant de 1000 par exemple, et ben vous pourrez réduire de votre impôt final potentiellement 480 € si la réduction est de 48%. La déduction fiscale, quant à elle, qui s'applique donc sur le plan épargne retraite, est une déduction des revenus imposables, c'est-à-dire qu'on va retirer des revenus imposables en haut de votre fiche d'imposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un salaire de 100 à l'année, vous retirez du coup le montant de votre tranche marginale d'imposition par rapport au montant que vous avez versé sur ce PER. Pour faire simple, aujourd'hui, si vous êtes dans une tranche d'imposition à 30% et que vous versez 100 sur votre avis d'imposition, globalement, alors je dis bien globalement, faudrait être très précis et à ce moment-là, je vous rapproche de votre conseiller pour faire l'analyse précise, mais globalement, on pourrait retirer 30% de ces 100 € de votre revenu imposable, ce qui viendrait adoucir la fiscalité. Par contre, attention, au niveau du plan épargne retraite, la fiscalité est déduite à l'entrée, par contre sera reportée à la sortie. L'idée du plan épargne retraite, c'est bien de décaler votre fiscalité au moment où vous n'aurez plus les mêmes revenus, puisqu'on sait à peu près qu'à l'âge de la retraite, donc que ce soit à 62, 65 ans, vous avez des revenus qui baissent drastiquement pour certains, autour de 40%. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on réintégrera au niveau de votre avis d'imposition les revenus que vous aviez déduits à l'origine. Donc en tout cas, n'hésitez pas à solliciter vos conseillers pour faire du sur-mesure, un diagnostic personnalisé à propos de votre épargne retraite. On va prendre une question de Gilles. Je vais vous la poser à vous, Sylvia. Gilles a une vieille assurance vie. Il aimerait savoir s'il peut changer pour une plus récente. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, il peut changer pour une plus récente. Avec la loi Pacte, la transférabilité des contrats est possible. Par contre, attention, puisque là, on garde donc l'antériorité du contrat, mais pour autant, l'ensemble des supports du contrat est donc vendu, cédé et repositionné sur un nouveau contrat. Donc si on a justement des SCPI à l'intérieur qu'on souhaite conserver, ce ne sera pas possible de transférer le support sur le nouveau contrat. Il faudra reprendre un nouveau support à l'intérieur du contrat. Voilà. Donc vigilance, on ne se jette pas tout de suite sur le nouveau contrat, on ne transfère pas, on regarde d'abord sa situation. Oui, on regarde sa situation et on fait un choix possiblement de transfert ou d'ouverture tout simplement d'un nouveau contrat. On n'est pas obligé de se priver. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous priver d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Voilà. Donc non, vous n'êtes pas limité, vous pouvez avoir le nombre de contrats d'assurance vie que vous le souhaitez. D'accord. On va revenir, allez, un petit retour en arrière, puisqu'on a reçu une question entre-temps de Gilles. Gilles est inquiet, Jérémy. Il pense que le télétravail va tuer le bureau. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre ? Est-ce que le télétravail, quel est l'impact plutôt du télétravail sur les immeubles de bureaux ? Alors, je remercie Gilles pour sa question. J'y ai répondu en préambule, notamment sur le fait que malgré le Covid et l'essor du télétravail qu'on a pu constater, les entreprises se sont plutôt restructurées en interne, mais ont toujours des besoins de locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez un bureau avec une salle de réunion, etc. Vous pourriez peut-être faire 2 salles de réunion, un peu moins de bureaux, parce que les gens sont aujourd'hui en télétravail et viennent moins au bureau. Il faut savoir que, de manière générale, les entreprises sont plutôt à essayer de chercher l'effet inverse, à essayer de ramener les collaborateurs des entreprises dans les locaux, puisque aujourd'hui,
sans dire qu'ils prennent des week-ends allongés, loin de Mmh. moi cette Évidemment. idée, mais plutôt de les faire revenir pour recréer un esprit d'équipe, puisque le télétravail, c'est bien pour la flexibilité des trajets, etc. Par contre, au niveau de la cohésion d'équipe, on sent qu'il y a un petit manque, même au niveau de l'intégration sociale dans l'entreprise. Du coup, donc, le télétravail, pour moi, n'est pas un frein. Euh, L'idée, c'est de se dire aussi que, notamment si on prend l'exemple des SCPI, les Pays-Bas, notamment, ont du télétravail depuis très longtemps. Et pourtant, les SCPI qu'on connaît ont massivement investi aux Pays-Bas. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là-bas pour des raisons fiscales, mais aussi, du coup, parce qu'il y a des employés. Ces employés sont majoritairement en télétravail et pourtant, ça n'empêche pas l'investissement. Donc voilà, des loyers qui continuent de tomber, même dans des pays dont la culture du télétravail est bien en avance sur nous. C'est ce que Exactement. je crois comprendre. Sylvia, on a une question de Xavier. Conseillez-vous l'achat d'obligations à taux fixe? Dans le cadre d'une diversification de son patrimoine, aujourd'hui, l'obligation à taux fixe, et comme l'a dit Jérémy, présente des taux aux alentours de 3-4% en fonction des durées. Le capital étant garanti, dans le cadre d'une diversification, il me semble que ça reste un choix plutôt sensé. D'avoir de l'obligation aujourd'hui à taux fixe, bien sûr, tout en respectant la durée de l'investissement. Donc voilà, comme on l'a dit déjà souvent lors du rendez-vous, c'est vraiment en fonction de votre profil. Oui, on peut conseiller l'achat d'obligations à taux fixe, mais il n'y aura pas une seule bonne réponse à cette question. On va revenir sur les taux. On a parlé du marché obligataire, des actions, de l'immobilier, du fonds euro. On a oublié le monétaire. Le monétaire, Jérémy, est-ce qu'on peut revenir dessus? Longtemps, on a dit que c'était la classe d'actifs qui ne rapportait pas. On avait presque une garantie de sous-performance. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il faut savoir que les fonds monétaires, en général, sont indexés du coup sur le taux. Aujourd'hui, les taux étant repassés en positif, on est plutôt dans le schéma inverse. On est sûr de gagner un petit peu. Alors, l'idée, c'est pas d'y rester souvent très longtemps. Souvent, c'est des positions d'attente, de réflexion. Peut-être sur cette fin d'année, aujourd'hui, je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Alors peut-être dans l'assurance vie, peut-être sur mon compte titre, mon PEA, voilà. Je veux aller sur un support d'attente. Et je vais privilégier des actifs défensifs, peu volatiles, dont fait partie le fonds monétaire, les fonds monétaires en général. Alors aujourd'hui, la performance est depuis le début de l'année peut-être autour de 2-3%. Voilà, ça dépend des fonds bien sûr. Mais l'idée donc de ce fonds, qui aujourd'hui gagne a priori puisque les taux sont remontés, gagne parce que les taux sont remontés, c'est pas a priori. Et du coup, l'idée de ce fonds reste quand même d'être en position d'attente pour un investissement futur qui soit peut-être plus long terme, à voir en fonction, pareil, des profils, de l'objectif d'investissement, des appétences de chacun, sur quoi on veut partir ensuite. Donc ok, un fonds d'attente dans une stratégie de diversification, ça reste à ce jour pertinent. Il nous reste quelques minutes, on va prendre la question de Pascal. On revient sur le sujet des SCPI. Donc toujours concernant les SCPI, y a-t-il un intérêt d'aller vers des SCPI en nue propriété? Alors pour répondre à Pascal et pour bien que tout le monde comprenne, la nue propriété, Sylvia? Alors, on va refaire un zoom arrière, du coup, effectivement, sur cette question, pour expliquer déjà que, effectivement, les SCPI peuvent être démembrés. Donc, le démembrement, ça consiste à couper en deux la nue propriété et l'usufruit de la SCPI. Le nu propriétaire détient les murs, on va dire ça pour imager, et le fruit est perçu par l'usufruitier. Donc, démembrer une SCPI, une fois qu'on a dit ça, la SCPI va générer des loyers qui seront perçus par l'usufruitier et non par le nu propriétaire. Au terme de l'usufruit, s'il est temporaire ou en cas de décès,
l'usufruit reviendra au nu propriétaire qui récupérera la pleine propriété des parts de SCPI. L'intérêt de ce type de placement, de façon générale, c'est que comme on sépare l'usufruit de la nue propriété, l'usufruit étant souvent donné à une autre entreprise ou qui va récupérer du coup les loyers, en fait, comme on va acheter un bien dont on ne va pas percevoir les loyers, et au final, on va se retrouver avec un bien qui ne génère pas de loyer. Donc, comment on matérialise ça? C'est qu'on va faire une décote sur le prix. Donc, l'intérêt de la SCPI, c'est que la SCPI en nue propriété, précisément, c'est que vous puissiez acheter des parts d'un immeuble qui vaut 100, mais vous les toucherez sûrement à peut-être 60, 50% de sa valeur, puisque pendant 10 ans ou plus, les fruits, vous ne les percevrez pas. Donc, il y a un effort d'investissement à faire, puisque ces fruits seront, donc les loyers seront touchés par quelqu'un d'autre, une autre entreprise. Par contre, à la fin de cet usufruit, qui est souvent du coup temporaire, l'usufruit, comme l'a dit Sylvia, rejoint la nue propriété. Et à ce moment-là, du coup, la valeur de la SCPI en nue propriété à l'origine redevient une valeur de SCPI. Et du coup, vous avez acquis à un prix moindre un bien qui vaut 100% de sa valeur, mais vous l'avez acheté à 60. C'est un très bon conseil dans le cadre peut-être une transmission, une structuration patrimoniale particulière. Et encore une fois, c'est vraiment en fonction de vos projets. Il ne faut pas partir bille en tête sur un sujet. Il vaut mieux faire un rendez-vous d'accompagnement et à ce moment-là, on vous proposera les solutions. Votre conseiller vous proposera les solutions en fonction de vos besoins. Merci Jérémy. Dernière question. Isabelle nous demande quid des groupements fonciers viticoles et même des groupements forestiers, peut-être, les GFI. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors les groupements fonciers viticoles et les groupements forestiers, au sens large, ont certaines prérogatives, notamment dans le cadre d'une transmission. Alors, c'est des produits qu'on connaît, qu'on maîtrise peut-être un peu moins que nos collègues, notamment dans le Bordelais, qui ont peut-être plus l'habitude puisqu'ils ont des belles régions à vin. Alors, c'est possible, on peut en connaître. C'est quand même des produits qui sont assez exceptionnels. Donc, pour pouvoir vous en parler, je vous conseille plutôt de vous retourner vers votre conseiller qui pourra peut-être en trouver et vous proposer certains produits. Eh bien, écoutez, il est 19h45. Merci à tous les deux pour l'ensemble de vos réponses, vos perspectives, vos conseils. Je rappelle qu'évidemment, investir comporte des risques en capital. Et évidemment, les conseillers du Crédit Agricole Île-de-France restent à votre disposition pour vous faire un diagnostic patrimonial personnalisé. J'ai plus qu'à vous dire bonsoir et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.